Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain de l'Atelier des Options pour Wall Street Hebdo, le rendez-vous que nous préparons avec Paul et que vous retrouvez tous les lundis à midi sur la chaîne YouTube de l'Atelier des Options. Pensez à vous abonner à cette chaîne et puis à nous faire part de vos commentaires dans le suivi de la vidéo et puis bien sûr à partager, à liker ce contenu s'il vous a plu. Au programme cette semaine, un calendrier qui va être dense, côté macro mais aussi côté micro, beaucoup de publications, notamment 5 GAFAM qui vont publier, on va aller les voir en détail, notamment des ratios put-call qui sont très complaisants sur certaines d'entre elles. On va s'intéresser comme toujours au S&P pour commencer. Et puis on terminera par des volumes inhabituels détectés sur une valeur qui est très exposée aux crypto-monnaies, au Bitcoin. Et puis justement une stratégie sur l'ETF IBIT pour lequel on va vous proposer quelque chose qu'on n'a pas fait régulièrement sur l'atelier des options, une stratégie un peu particulière qu'on va détailler. Vous allez voir qui est extrêmement intéressante. Alors, avant de débuter le calendrier, je vous rappelle qu'en vous abonnant à notre newsletter sur le site de l'Atelier des Options, vous aurez toutes les informations pratiques et webinaires et événements auxquels nous participons avec Paul, et notamment bientôt la possibilité de gagner notre formation à l'analyse graphique au cours d'un événement dont vous aurez le détail dans la newsletter. Pour le calendrier, eh bien, une semaine particulièrement dense côté macro. On va avoir mardi, dans une moindre mesure, la confiance du consommateur. Mercredi, réunion de la Fed très attendue. On anticipe à 96% une baisse des taux d'un quart de point, donc pour descendre à 3,75%. Le marché l'anticipe nettement puisqu'on est encore sur les futurs en hausse assez nette, d'autant plus que le news flow est important, est intéressant ou positif en termes de guerre tarifaire, puisque la Chine et les États-Unis seraient arrivés à un accord, ou en tout cas on l'anticipe nettement avant l'entrevue entre Pékin et Washington. Et puis jeudi, PIB américain pour le troisième trimestre, dans la mesure où ces chiffres pourront être publiés à cause du shutdown. C'est le chiffre préliminaire, donc il est important aussi. Et puis peut-être la publication de l'indice PCE Core, indice d'inflation vendredi à Wall Street, encore une fois, sous réserve de possibilité de publication à cause du shutdown. Mais c'est aussi une semaine qui va être particulièrement dense côté micro, avec tout au long de la semaine des publications des 5 grosses GAFAM à Wall Street. Vous les avez à l'écran, en couleur, les valeurs pour lesquelles j'ai calculé le ratio put-call. Vous voyez qu'il y en a 3 d'entre elles qui sont en rouge, c'est-à-dire que le ratio put-call est très complaisant. Je vous rappelle que donc, pour Microsoft, le ratio put-call est de 0,29, donc extrêmement optimiste. Sur Alphabet, il est de 0,25, encore plus optimiste. Ça fait partie des ratios les plus optimistes qu'on ait enregistrés. Sur Meta, le ratio put-call est de 0,61. On est moins optimiste, mais ça reste quand même en zone d'optimisme. On n'est pas en complaisance. Sur Apple, de la même façon, 0,28, le ratio put-call est extrêmement complaisant. Et puis sur Amazon, là on est entre deux, on va dire 0,42, donc attention, un ratio put-call qui lui est assez complaisant aussi. On l'est moins que pour Microsoft, Alphabet et Apple, mais un peu plus que pour Meta. Voilà la signification du code couleur que vous avez à l'écran. Je ne l'ai pas calculé pour Exxon, qui publiera vendredi. Rappel aussi, nous avons changé d'heure, mais Wall Street pas encore aux États-Unis. Donc Wall Street ouvrira à 14h30 pendant toute cette semaine. Pensez-y, les marchés américains ouvriront donc un peu plus tôt que d'habitude. On va s'intéresser tout de suite à notre graphique du S&P que vous avez ici en hebdomadaire. Bien sûr, la semaine, le S&P a encore progressé. On a pris 1,92%. On déborde cette résistance majeure à 6740. Je rappelle que la cible idéale, c'est la duplication du range 6550-6740, donc 6929. On va ajuster cette cible parce que vous vous souvenez qu'on est sorti en journalier d'un triangle symétrique. On va le regarder dans un instant. On peut dire que la position ouverte a progressé, mais très légèrement. On n'a quand même pas un gros soutien dans le marché.
il faut le dire, 0,60% de hausse pour une progression de la position verte pour une progression de presque 2% de l'indice, c'est pas beaucoup. Donc il n'y a pas beaucoup de soutien acheteur. Attention, on arrive quand même en complaisance et le ratio put-call nous le confirme sur le S&P 0,64. On arrive à des niveaux d'optimisme fort. On peut parler cette fois-ci de complaisance. On n'est pas en euphorie, mais on peut parler de complaisance très nettement. Il a diminué très nettement par rapport à la semaine précédente, alors qu'on était à 0,91. Donc à surveiller. On va zoomer tout de suite en journalier sur le S&P. Avec la structure qu'on avait détectée ensemble la semaine dernière, sortie d'un triangle symétrique. Je vous rappelle que la cible idéale du triangle, c'est de dupliquer cette figure, donc prendre la base du triangle en la dupliquant par le haut. Ça nous donne cet objectif à 6864. Il se trouve que bien en préouverture, les futurs américains, le futur S&P est en hausse, en gap probablement aux alentours de 6853-54 à l'instant où je tourne la vidéo, donc un nouveau gap. Attention, contre un niveau de résistance clé. Je vous rappelle que la cible idéale, encore une fois, du mouvement et de la sortie du range, c'est 6929, mais on a quand même une grosse cible qui va se situer à 6864, sortie de ce triangle symétrique, qui se confirme donc mouvement haussier, mais encore une fois avec un petit manque d'intérêt. On va aller voir tout de suite nos GAFAM individuellement. Je vais commencer dans l'ordre des publications par Microsoft, que vous avez à l'écran. Alors Microsoft, on va dézoomer en mensuel pour avoir une photographie globale. Encore une fois, on n'a pas de figure de retournement sur le titre. On évolue depuis maintenant le mois de juillet dans un range 495-528. On avait débordé ce range, on a été chercher une extension à 555, mais on est calé pour l'instant sous cette résistance à 528. Ça reste haussier, pas de figure de retournement. Premier niveau d'alerte 495 pour un niveau d'alerte sérieux. Si on zoome en hebdomadaire, eh bien, le titre est bien dans le range 495-528. En préouverture, on ouvrira en gap. Pour l'instant, en tout cas, autour, un peu légèrement au-delà de 528. La cible suivante, c'est l'extension en direction des sommaires récents. Encore une fois, pas de figure de retournement baissière, mais un ratio put-call qui, je le rappelle, est à 0,29. Donc prudence, au moins en amont de cette publication. Ça fait partie des ratios très optimistes. Alors, je rappelle toujours que ce ratio put-call n'est qu'un état de mesure de l'état d'esprit des investisseurs. Ce n'est pas un signe de baisse en soi quand il est trop optimiste. C'est que si la publication déçoit, eh bien, le mouvement entraîné pourrait être baissier. Si elle est conforme ou même supérieure au consensus, eh bien, dans ce cas-là, le mouvement pourrait se poursuivre à la hausse, mais il va falloir quand même battre ce consensus qui est très optimiste. Donc il y a souvent des cas de déception, de stagnation, voire de baisse en cas de plus forte déception. Donc attention sur Microsoft qui fait partie des ratios put-call les plus optimistes et les plus complaisants. On va aller voir ensuite, toujours dans l'ordre des publications, Alphabet, Google, que vous avez ici à l'écran, ratio put-call à 0,253, là c'est le plus optimiste de la semaine, donc encore une fois, près de 4 options d'achat pour une option de vente, donc des opérateurs qui ont de très fortes attentes. Alors en mensuel, eh bien, on était sorti du range 149, 206, 40, on a été atteindre et déborder la cible à 263, 40. Si on zoome en hebdomadaire, j'ai proposé des extensions par duplication des ranges actuels en direction de 277,40 et 285,30. On ouvrirait aussi sur le titre en gap aujourd'hui. Encore une fois, ratio put-call très optimiste, donc prudence au retour sous ce niveau de 256,70 avec un bas de range probable à 235,60. On voit aussi que sur Alphabet Google, eh bien sur je affiche le titre, que sous ce niveau de 235,60, on n'a vraiment pas beaucoup de support, on a vraiment accéléré très brutalement, et la première grosse cible, ce serait 206,40, donc attention, en cas de déception aussi cette semaine au cours de la publication de Google. Publication suivante de la semaine, ce sera Meta. Le ratio put-call est moins optimiste, on est à 0,60, ça reste quand même un ratio put-call assez optimiste, mais moins. Vous l'avez à l'écran, Meta, voilà le titre en mensuel pour commencer. On évolue sur Meta au sein d'un canal haussier de long terme. On avait enfoncé ponctuellement la borne basse en avril dernier, mais la réintégration a été puissante. On a été chercher la borne haute, buter contre ce niveau, retourner chercher la borne basse récemment, donc le canal fonctionne encore très bien. On est dans un range 687,50, 802,50. Est-ce qu'on va pouvoir rallier la borne haute du range et puis éventuellement
dupliquer cette zone par le haut, aller rechercher la borne haute du canal haussier. C'est a priori l'enjeu technique. Si on zoome en hebdomadaire, voilà, on a bien cette configuration de latéralisation pour l'instant, accélération en partie haute, on a une résistance intermédiaire située ici, mais je garde cette cible à 802,50 puisque si le titre continue à préserver la borne basse du canal haussier, il y a des chances d'aller chercher la borne haute de ce canal et donc cette extension idéale à 802,5. Attention pour Meta à la rupture du canal haussier actif depuis plusieurs mois maintenant, et puis de cette zone de support 687,50, 690,80, donc rupture du canal haussier dans ce cas-là, et au mieux latéralisation, au pire mouvement de baisse. Encore une fois, 0,61 reste un ratio put-call optimiste, on n'est pas en complaisance, mais ça reste très optimiste. La quatrième de nos GAFAM de cette semaine, c'est Apple. Apple que vous voyez ici à l'écran. Apple, on va les zoomer en mensuel aussi. Apple évolue aussi au sein d'un canal haussier, donc c'est toujours un signe d'harmonie, borne basse testée, et je sais que la borne haute, mais retour en borne basse, borne haute testée là et là, et puis retour en borne basse préservée et réintégrée, testée et réintégrée, et puis accélération en direction à nouveau manifestement de cette borne haute, et de 285,50. Attention, le ratio put-call est à 0,28,8. Apple ne devra pas décevoir. Retour sur 254, c'est retour dans la zone 218, 80, 224, 90. Premier niveau d'alerte un peu sérieux pour le titre. Ça fait déjà un mouvement de retracement qui pourrait être assez significatif quand même, compte tenu des niveaux actuels du titre. Donc attention, 254,50, c'est le support à préserver absolument. Si les publications plaisent aux opérateurs, eh bien on ira probablement tester la borne haute du canal haussier, pourquoi pas cette résistance majeure à 285,50. Et puis la dernière d'entre elles, avec un ratio put-call à 0,42, c'est Amazon qui s'affiche ici. Amazon, on est dans un range 210,80, 238,25. Le titre, je vous le rappelle, s'était inscrit au sein d'un petit, j'ai zoomé en journalier, s'était inscrit au sein d'un petit biseau d'épuisement, donc test de la borne haute, consolidation, et puis réaction haussière, gap haussier, comblé, deuxième gap ouvert vendredi dernier, et puis on est a priori parti pour voir avec un nouveau gap haussier. Alors je rappelle que pour un biseau, la cible idéale, c'est d'aller chercher la borne haute de ce biseau, donc situé à 238,26. On peut toujours imaginer que si les publications plaisent aux opérateurs, on va pouvoir au moins dupliquer cette partie du range actuel, donc aller chercher des extensions complémentaires en direction de 253,70, mais déjà cette cible sera importante, un ratio put-call à 0,42, c'est quand même très optimiste, prudence encore une fois sur les résultats. Le titre ne devra pas décevoir. Donc comme vous le voyez, les GAFAM vont publier dans un contexte d'optimisme assez marqué. Le droit à l'erreur va être limité. Un volume inhabituel détecté par Paul, c'est sur le titre Riot Platforms sur le Nasdaq. Alors, un volume qui est très très important. Il y a un opérateur qui a ouvert la semaine dernière une stratégie de vente de put, 101 000 puts ouverts d'échéance janvier, donc ce sera le 16 janvier prochain, et de prix d'exercice 11. C'est-à-dire que l'opérateur est prêt à acheter 10 millions, plus de 10 millions de titres de Riot Platforms si le titre venait à baisser sous ce prix d'exercice. Donc une stratégie qui est optimiste, peut-être qu'il n'attend pas un plongeon pareil. C'est vrai que il a de la marge avant que la cible soit atteinte. Il y a 50% de baisse du sous-jacent avant de risquer de devoir acheter, payer cette ligne. La prime encaissée est relativement faible, mais donc c'est peut-être juste une stratégie spéculative, mais un volume qui est quand même particulièrement important. Donc à surveiller. Et puis nous voulions vous montrer cette semaine une stratégie sur l'ETF IBIT, mais avant ça, je vais faire un passage par le Bitcoin, parce qu'on a détecté une figure d'épuisement possible et qui nous met en vigilance sur le Bitcoin dollar que vous avez ici. On évolue sur le Bitcoin au sein d'un canal haussier de long terme depuis août 2024 et même depuis mars 2024, borne haute basse, testé 2 fois, testé ici aussi. Chaque fois que j'ai mis une ellipse, c'est que la zone a été, le canal a été touché parfaitement. On le voit ici, là et là. Encore une fois au mois de juillet et au mois d'août dernier, et puis depuis on évolue dans un trading range situé borné entre 104 700 et 122 950. Or si on zoome en hebdomadaire,
on peut détecter un signe de désorientation sur le marché. Donc je fais un petit peu d'analyse graphique, ce fameux triangle inversé, stratégie configuration graphique qui sur un actif en haut de marché peut indiquer de la désorientation. En effet, on voit que l'actif forme des plus hauts de plus en plus hauts et des plus bas de plus en plus bas. Donc borne haute, borne basse, borne haute, borne plus basse, borne plus haute, borne plus basse. Ce comportement est attribué en général à de la désorientation, c'est-à-dire que des gros acteurs du marché allègent des positions, et on le constate dans les mouvements de baisse, le volume est bien plus lourd, et puis ils enlèvent la pression baissière, les mains plus faibles repayent, et ça crée des nouveaux plus hauts qui sont un peu désordonnés. On aime bien en analyse graphique que les marchés soient ordonnés, et que les mouvements se fassent de façon harmonieuse, et pour l'instant, eh bien, ça n'est plus le cas sur le Bitcoin depuis quelques temps. Alors, c'est une stratégie et une figure qui est difficile à travailler. Pourquoi ? Parce que ces bornes ne sont pas régulières. En revanche, en haut de marché, ce type de comportement se traduit très souvent par un mouvement baissier violent. Or, en étant haut du canal haussier, il y a pas mal de volatilité, des volumes qui ont été plus lourds dans les mouvements de baisse, donc on anticipe une possibilité de baisse. Alors, en termes de stratégie, l'alerte, à nouveau, elle sera déclenchée sous 104 700. On a identifié ce range 104 700, 122 950, donc c'est la rupture de ce range qui pourrait nous permettre de viser comme cible 86 400 sur le Bitcoin, et ce gros support de 82 500. Attention, en cas de rupture de 82 500, c'est 58 800, donc on a un mouvement qui pourrait être assez brutal. Le niveau de résistance intermédiaire, c'est 117 450, et ça semble un niveau intéressant pour prendre une stratégie baissière sur le Bitcoin. Alors on va, pour ce faire, utiliser l'ETF IBIT, qui bien sûr reproduit l'évolution du Bitcoin. C'est l'iShares Bitcoin Trust ETF, qui n'est pas négociable directement pour un opérateur français, mais via les options, c'est possible, et c'est ce qui nous intéresse. En l'occurrence, on voit ce comportement dissymétrique, avec ce triangle inversé aussi. On peut noter aussi qu'en tentative de débordement de la borne haute, on l'a réintégré brutalement et on a formé une couverture en nuage noir. La bougie de la semaine du 6 octobre a ouvert au-delà de la bougie de la semaine du 29 septembre et clôturé en dessous de la médiane de la bougie précédente. C'est un signe de baisse, ça s'est traduit par un mouvement baissier assez significatif, mais on a préservé le support à 59,62. Alors, pour cette zone de prix 59,62, 61,45 va être notre niveau d'alerte. L'ETF est en passe d'ouvrir en hausse en ce début de semaine, aux alentours de 65,59. Ce niveau et cette zone de prix 66,40 semblent intéressantes pour proposer une stratégie baissière qui est un peu particulière. Alors, plutôt que de vous la montrer sur le graphique, j'ai choisi de vous la montrer sur le Pro Option Trader que vous avez ici à l'écran. J'ai pris un peu d'avance, on va aller voir notre chaîne d'options. Avant, on a choisi pour se faire une stratégie qu'on appelle un calendar. Un calendar, l'idée est donc baissier en l'occurrence, l'idée est d'aller acheter un put sur une échéance plus lointaine. Alors je vais enlever les bases de ma stratégie, je vais vous les montrer une par une. On va commencer par acheter un put. On a choisi pour se faire une échéance assez lointaine. Vous avez ici deux échéances, l'échéance du mois de novembre en haut, et puis sous ce gros trait, l'échéance du mois de janvier. L'idée, c'est de commencer par se protéger, d'acheter un put de long terme, parce qu'on ne sait pas exactement quand le mouvement de baisse va se mettre en place, on veut prendre de la marge. Alors on peut choisir un prix d'exercice en fonction de sa sensibilité au risque. Plus je vais prendre mon prix d'exercice bas, bien, moins la couverture va me coûter cher, mais en revanche, plus je vais avoir besoin d'un mouvement important à la baisse. Comme je vais travailler sur une échéance lointaine, alors on va prendre pour l'exemple, par exemple, l'achat d'un put de prix d'exercice 56, et puis je vais vendre sur l'échéance plus courte, donc l'échéance du mois de novembre, un put pour financer ma stratégie en partie, et donc on va prendre dans ce cas-là le même prix d'exercice. Je vais prendre plus de strike pour arriver au prix d'exercice 56 aussi. Donc là je suis sur l'échéance novembre, je vais vendre ce put, et donc avoir une stratégie qui va être débitrice cette fois-ci de $190. Donc j'achète un put sur l'échéance de janvier que vous avez au-dessus, et puis je vends un put sur l'échéance de novembre qui va me financer en partie ma stratégie. L'intérêt, c'est de travailler de cette façon-là, c'est que je vais acheter un put lointain.
plus je prends une protection lointaine, et plus l'assurance me coûte cher. C'est simple, si j'assure ma voiture pour 6 mois, ça va me coûter moins cher que si j'assure ma voiture pour 1 an. Donc plus je vais prendre une input de prix d'échéance lointaine, plus cette stratégie va me coûter cher. Pour la financer, mais bénéficier quand même d'un mouvement de baisse, je vais prendre un put de prix d'échéance plus proche. Donc c'est pour ça que j'ai choisi le mois de novembre. Alors comment ça se traduit graphiquement ? Eh bien, vous avez à l'écran le profil risque-rendement de cette stratégie que vous voyez ici à l'échéance. Donc avec une perte max que je connais qui est le débit de ma stratégie, donc 190$. Si je choisis un prix d'exercice 56, évidemment, je peux décider de prendre des prix d'exercice plus bas pour me protéger, pour décaler mon risque aussi. Donc si je prends des prix d'exercice 59 par exemple, eh bien, je serai protégé plus tôt, mais mon profil risque-rendement sera peut-être moindre dans ce cas-là. Donc, et le coût de ma stratégie, en l'occurrence, sera lui un petit peu plus cher, 230 en l'occurrence. Donc toujours d'équilibrer la stratégie en fonction de ce qu'on anticipe et donc de regarder l'évolution de cette stratégie. Alors on suivra avec vous en fonction du fait que l'objectif ait été atteint ou non. On suivra cette stratégie au fur et à mesure de nos différentes vidéos. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que bien sûr, cette stratégie elle évolue en fonction du moment et en temps réel, on peut toujours déboucler sa position sur les options à n'importe quel moment. Mais regardez aussi de voir l'intérêt de travailler de cette façon-là, c'est que si on arrive à l'échéance du mois de novembre et que bien notre objectif n'a pas été atteint, j'aurai la possibilité de vendre un nouveau put sur l'échéance du mois de décembre pour financer encore une fois ma stratégie et me permettre d'encaisser de la prime et donc me permettre de diminuer le coût de cette assurance. Autre intérêt de la stratégie, c'est que si la volatilité augmente, on la voit avec un PNL au fur et à mesure qui évolue ici, eh bien, si la volatilité augmente, elle est pour l'instant à 49,85, si la volatilité augmente, on voit que mon profil de gain va augmenter aussi. Donc je ne peux pas connaître mon gain maximal sur la stratégie puisqu'il va falloir tenir compte de la volatilité, mais vous voyez qu'une volatilité qui passerait de 49,85, eh bien j'aurai un gain potentiel 12 jours avant l'expiration de l'échéance de $40. Si en revanche ma volatilité augmente et qu'elle monte à 59, et bien dans ce cas-là, qu'elle monte de 10 points, et bien vous voyez que mon gain il sera plus important, il sera de $90. Donc l'intérêt de ce calendar, vous l'avez compris, c'est de profiter de cette hausse de volatilité et de me laisser de la liberté et du temps. Voilà les types de stratégies qu'on peut envisager avec les options, donc se laisser de la marge et du temps. Un élément de précision aussi, on voit bien mon point mort qui est ici, qui va se décaler en fonction de l'accélération. On voit que cette stratégie peut être perdante effectivement si on rompait, on passait sous l'objectif bas, le point mort en bas de ma stratégie. Reste qu'il faudrait un mouvement de décalage très très important, j'aurais le temps d'agir avant un décalage qui en l'occurrence de la stratégie, dans l'exemple de cette stratégie, est de 20%. Donc on peut imaginer des gaps baissiers importants, mais peut-être pas un gap de 20%. Donc ça me laisse de la marge avant de considérer que ma stratégie peut être perdante. Et encore une fois, ça c'est si le temps passe et que je n'ai pas agi, j'ai toujours la possibilité de déboucler ma stratégie. Plus le temps va passer, plus le profil risque-rendement peut être intéressant. Donc voilà le type de stratégie qu'on peut envisager avec les options et un calendar dont on ne manquera pas de vous faire le suivi, bien entendu, dans les semaines qui viennent. Voilà les éléments que nous voulions vous proposer pour ce Wall Street Hebdo. Vous pouvez toujours, bien sûr, vous abonner à la chaîne YouTube de l'Atelier des Options, nous suivre sur Twitter aussi, et puis nous poser vos questions si vous en avez. Petit point de rappel sur nos stratégies, on est à 86% de gains pour l'instant, de stratégies gagnantes. On en a proposé 33, 29 ont été clôturés en gains, 4 perdantes, et nous en avons donc maintenant 4 en cours. Je vous souhaite une excellente semaine à toutes et à tous.